En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe et écrivain Raphaël Enthoven. Il nous parlera de son nouveau livre, Krasnaïa ou Quand les hommes sont bêtes, un roman qui s'inspire de La ferme des animaux, la célèbre fable dystopique de l'écrivain britannique George Orwell. L'occasion de nous interroger sur notre époque, marquée par le pass vaccinal, mais aussi la censure de la gauche woke. Vivons-nous déjà dans une dystopie? Orwell, c'est maintenant. Nous poserons la question à Raphaël Enthoven. En seconde partie d'émission, nous serons rejoints par Benjamin Cyr, grand reporter pour l'hebdomadaire Franc-Tireur, un nouveau journal d'opinion, auquel participe également Raphaël Enthoven et qui entend combattre tous les extrêmes au nom de la raison. L'époque est-elle aux radicalités, à la polarisation et à la manipulation de l'information? En seconde partie d'émission, les réponses de Benjamin Cyr et Raphaël Enthoven en toute vérité. Mais tout de suite, on se plonge dans l'univers fantastique de Krasnaïa, le nouveau livre de Raphaël Enthoven. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Raphaël Enthoven, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Votre nouveau livre Krasnaïa s'inspire de la fable dystopique d'Orwell, La ferme des animaux. Comment expliquez-vous l'engouement actuel pour l'œuvre d'Orwell et plus largement pour la forme dystopique dans la littérature, mais aussi dans le cinéma et dans les séries? L'engouement pour... Alors il y a deux choses, il y a Orwell et il y a la dystopie. L'œuvre d'Orwell fait l'objet d'un engouement qui tient au fait qu'on ne l'a pas lu. Quand on parle de 1984... On en reparlera, oui. Oui, mais c'est-à-dire que quand on parle de 1984, en général, on le brandit pour dénoncer des menaces, des tentations tyranniques à l'échelle gouvernementale. C'est-à-dire que c'est bien souvent comme ça qu'on se sert de 1984, parce que 1984 décrit Big Brother et une tutelle verticale. Or, à mon avis, le génie de 1984, c'est de décrire des phénomènes qui sont des despotismes sournois, proprement démocratiques, comme la cancel culture, ou même comme le racialisme inversé, le racisme inversé, de les décrire sans... et donc d'être applicable en réalité au modèle démocratique. Alors, la ferme des animaux, c'est une parodie de l'Union soviétique, mais moi je trouvais que ce dispositif pouvait être appliqué à l'hyperdémocratie que nous vivons. Voilà, justement, c'est vrai que quand on pense à Orwell, on pense plutôt à 1984. Oui. Pourquoi vous avez été plus inspiré par la ferme des animaux? C'est plus inattendu. Parce que, alors, écoutez, j'ai lu les deux avec passion, mais la ferme des animaux, je l'ai lu à mes enfants. J'ai plusieurs enfants qui ont passé le cap des 9 ans, et c'est à l'âge de 9 ans que je leur lis La ferme des animaux, et c'est un texte génial parce qu'on peut le lire à la fois au premier degré, comme vraiment une aventure d'animaux, c'est très amusant, et puis ensuite au second degré, on fait passer en loose day des tas de considérations naturellement sur un pouvoir totalitaire, ce que ça signifie et le renversement des révolutions au conservatisme. Et donc il y a un double effet de La ferme des animaux. J'ai toujours aimé ce texte pour ces raisons-là, et c'est vrai que j'ai voulu écrire humblement de mon côté une histoire qui put être lue aussi au premier degré comme une aventure animalière, puis aussi comme une analogie qu'elle est. L'écrivain britannique, vous l'avez dit, faisait une satire des totalitarismes nazis et soviétiques dans 1984, plus spécifiquement soviétique dans La ferme des animaux. Vous visez d'autres menaces beaucoup plus contemporaines, la cancel culture, le racialisme antiraciste, les phénomènes de meutes liés aux réseaux sociaux, les antivax et les gilets jaunes qu'on peut reconnaître. En quoi ces phénomènes vous inquiètent-ils et en quoi sont-ils comparables? Alors je ne sais pas s'ils sont comparables. Au début du 19e siècle, Tocqueville, dans la première moitié du 19e siècle, Tocqueville décrivait ce qu'il appelait des despotismes sournois à l'œuvre dans la démocratie naissante. Il observait notamment que la démocratie, l'égalitarisme démocratique, était propice à l'individualisme, que l'individualisme provoquait l'atomisation du corps social, dissipait la possibilité d'un langage commun, que par ailleurs on trouvait des phénomènes de meute, des censures d'opinions dissidentes, et il appelait ça les despotismes sournois. Et ce sont ces despotismes-là que moi j'ai voulu raconter et que je retrouve et qu'on retrouve dans les réseaux sociaux, dans le phénomène des woke, dans les phénomènes d'autocensure, dans la façon dont les meutes ou dont les hordes, d'où les animaux s'organisent pour censurer une parole dissidente. Ce sont là des phénomènes démocratiques qui tiennent à mon avis au fait qu'en démocratie, l'adversité n'est pas l'entité totalitaire qui prétend nous priver de notre liberté de l'extérieur, mais une liberté qui, n'ayant plus d'adversité, s'approfondit elle-même et finit par se tirer des balles dans le pied. C'est au nom de la liberté
qu'aujourd'hui, bien des procédures ou bien des démarches liberticides sont mises en œuvre, des œuvres de censure collective sont mises en œuvre au nom de la tolérance. Ce renversement des valeurs, cette involution des bons sentiments est un phénomène proprement démocratique et vient du fait que la démocratie dépérit. Un peu comme un corps dénutri, si vous voulez, auquel viennent des escarres. Et parce qu'il n'y a plus le contrepoint d'une adversité objective, violente, qui souderait les volontés. Vous l'avez rappelé, Orwell est souvent connu pour sa description des sociétés de surveillance extrêmement autoritaires. Certes, il décrit des phénomènes sournois, mais malgré tout, dans 1984, 1984, c'est la tyrannie verticale. Voilà, il y a une tyrannie verticale, et justement, c'était ma question. Pour vous, le réel danger de notre démocratie contemporaine, j'ai l'impression, plus que d'un excès de centralisme et de verticalité, viendrait au contraire d'une certaine horizontalité qui rendrait nos sociétés ingouvernables, tout simplement. J'ai plus peur de Little Brother que de Big Brother. J'ai plus peur de mon voisin avec son téléphone portable que d'une caméra de surveillance dont on peut passer la vidéo ensuite en cas d'accident, si vous voulez, ou qui permet d'arrêter quelqu'un. J'ai plus peur du droit qu'on se donne, du fait qu'aujourd'hui les outils digitaux donnent à chacun les moyens d'un mini-ministre de l'Intérieur que de dispositions légales, verticales, encadrées par la loi dans un système démocratique et fomentées, si j'ose dire, par des gens élus. Voilà. Effectivement, j'ai plus peur de ça. C'est cela que je redoute. Et qui va avec, d'ailleurs, beaucoup de phénomènes comme l'âge identitaire. C'est-à-dire que je vois vraiment une sorte d'involution démocratique qui ne se vit pas comme telle. C'est-à-dire des libertés qui meurent avec le sentiment qu'on les sauve. Et ceci me paraît très dangereux. Oui. On peut effectivement vous suivre là-dessus, penser que, d'ailleurs, l'État français révèle une certaine impuissance sur beaucoup de sujets, l'insécurité physique notamment, donc on est loin d'être dans une dictature. Mais on a l'impression que ça va plus loin chez vous, qu'il y a une dimension de la démocratie que vous n'aimez pas trop en réalité, que vous préférez la démocratie institutionnelle, les institutions, les corps intermédiaires, mais que vous vous méfiez de la souveraineté populaire, et l'exercice de la souveraineté populaire, vous avez tendance quand même à l'assimiler assez facilement à la foule, à la démagogie et au populisme. C'est précisément la raison pour laquelle il faut aller sur l'agora. C'est-à-dire que, prenez par exemple le cas de Mila. Mila, qui a fait l'objet, comme chacun sait, de centaines de milliers de menaces de mort pour n'avoir rien dit d'illégal, sans avoir rien dit quoi que ce soit d'illégal. Mila est aujourd'hui défendue par la loi. Elle ne dit rien d'illégal, les gens qui la menacent sont dans l'illégalité, certains d'eux sont condamnés, mais enfin on les compte à l'unité. La loi défend Mila, mais ne la protège pas. C'est l'opinion publique, c'est le débat, c'est les réseaux sociaux, ce sont ces endroits-là, ce sont ces agoras-là qui demandent de la part des citoyens plus que la garantie de la loi, un engagement concret au profit de son opinion ou au profit du sentiment que le blasphème n'est pas un racisme, des choses comme ça. Si vous confondez le blasphème et le racisme, vous ne tombez pas sous le coup de la loi. Mais pourtant, vous dites quelque chose d'extrêmement dangereux. Et donc, quand vous dites que j'aime la démocratie institutionnelle, j'aime les lois qui garantissent la liberté, mais en amont des lois, je ne m'en satisfais pas. Elles sont inséparables de la nécessité de s'engager dans le débat public pour faire valoir des nuances qu'il n'est pas illégal de réfuter, mais qu'il est dangereux de réfuter. D'où un paradoxe chez vous, je vous taquine un peu, parce que vous critiquez beaucoup les réseaux sociaux, mais vous, effectivement, vous l'avez rappelé, vous en êtes un utilisateur presque compulsif, on pourrait dire. Je critique en connaissance de cause. Pour avoir moi-même d'ailleurs subi les méfaits de la chose, connu l'ivresse de la chose, les dangers de la chose, je les critique en connaissance de cause. Ce qui est vrai, c'est que les réseaux sociaux sont le dernier filtre, en fait. Et comme ce sont des lieux hantés par l'immédiat, j'ai le sentiment de travailler humblement dans mon coin à la liberté collective en injectant de la médiation, de la dialectique dans ce bordel où les gens adorent s'opposer et s'aboyer dessus. Raphaël Enthoven, merci d'être avec nous sur Sud Radio. La gestion de la crise sanitaire est-elle orwellienne? Le pass sanitaire était-il le début de la société de surveillance? Après une courte pause, vos réponses en toute vérité. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Vrai. Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.
Nous sommes de retour avec Raphaël Enthoven sur Sud Radio en toute vérité. Raphaël Enthoven, votre nouveau livre est un hommage à Orwell. Et Orwell a beaucoup été cité depuis le début de la pandémie, notamment pour dénoncer la politique sanitaire mise en place. Or, vous avez toujours soutenu, sans nuance, on peut le dire, avec vigueur, la politique sanitaire du gouvernement, du confinement jusqu'au pass vaccinal. Et on n'exclut pas la nuance. Alors, est-ce que... Pardon, alors avec vigueur, je retire pour la nuance. Mais est-ce que finalement, Raphaël Enthoven, vous ne seriez pas du côté de Big Brother? Je ne vois pas Big Brother dans les restrictions sanitaires, en tout cas. Je ne vois pas l'expression de Big Brother dans les restrictions temporaires sanitaires en période de pandémie et quand les gens meurent. Je ne vois pas la tutelle de Big Brother. Big Brother, c'est la télé qui vous regarde dans 1984. Là, c'est pas la télé qui vous regarde, c'est l'obligation de mettre un masque quand des gens meurent. Ça me paraît moins grave, effectivement. Je ne vois pas. Il y a le QR code, le pass vaccinal. Il y a le pass vaccinal. Confinement, quand même. Il y a l'obligation de se confiner quand on est contagieux et quand il y a une pandémie contre laquelle on n'a pas de vaccin. Puis ensuite, il y a l'obligation de se vacciner, qui n'est pas plus coercitive que l'obligation de payer ses impôts ou de s'arrêter au feu. Non, sincèrement, alors après, on peut discuter de ça, et je sais que vous partagez pas ce sentiment, mais moi, je ne vois pas dans cet exercice ou dans cette gestion de la crise sanitaire, je vois plein de choses qui ne vont pas naturellement, et une gestion à vue parfois, et des discours qui parfois étaient opportunément dictés par des manques, notamment au moment des masques, l'apparition des masques, mais je ne vois pas de menace totalitaire dans la suspension, dans une suspension ou dans une restriction temporaire des libertés qui me paraissait dictée ici par le bon sens, l'évidence, et qui surtout, dont l'absence eût été liberticide. On est moins en liberté, si vous voulez, dans un monde où on peut se contaminer les uns les autres que dans un monde où la loi nous impose de faire gaffe en ce moment. Bon, cela dit, le vaccin, on le rappelle, n'empêche pas de se contaminer. Non, il empêche d'en mourir. Mais c'est vrai, et on peut être pour le vaccin, mais j'ai parfois eu le sentiment que ceux qui défendaient le vaccin, et j'en faisais partie, je suis vacciné, le faisaient sans nuance, que vous le faisiez avec une forme de manque de respect pour les convictions des autres. Non, c'est pas de manque de respect, c'est que on m'a beaucoup reproché d'avoir dit des anti-vax, pas des non-vaccinés d'ailleurs, qu'ils étaient soit des cons, soit des monstres. Et un peu, vous essayez. Alors voilà, j'ai pas un peu, je l'ai dit, mais en vérité, on a pris pour une insulte ce qui n'était dans mon esprit qu'un constat. Mon erreur dans cette histoire, c'est que je n'ai jamais rencontré un anti-vax, qui ne soit ni con ni monstrueux, ni complotiste, ni fou, ni sous-informé, ni violent, ni mort, ni cynique. J'en ai pas rencontré. Non, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas que les anti-vax dans cette histoire. Il y a même beaucoup de gens moi, je parlais vaccinés des anti-vax, mais moi, qui trouvaient que la méthode n'était pas forcément... Moi, je parle des anti-vax. C'est-à-dire qu'on m'a reproché la façon dont j'ai parlé aux anti-vax. Or, ou dont j'ai parlé des anti-vax. Mon erreur a été de théoriser mon expérience. Il y a peut-être des anti-vax rationnels. Je les connais pas. Qu'on me les présente, j'en connais pas. Donc, je me suis contenté d'énoncer ce fait-là. La quantité d'insultes irrationnelles, folles, démentes, d'accusations d'être payé par Pfizer, d'appartenir au lobby du grand Sanhedrin, d'être machin, etc., me conforte un peu dans le sentiment que c'est quand même un club de tarés. Et qu'il y a un moment, l'antivaccinisme, encore une fois, pas le fait d'être sceptique sur le vaccin non vacciné ou de ne pas vouloir l'imposer aux autres. Ça, les gens ont le droit de penser qu'il est liberticide d'imposer le vaccin. Mais en revanche, tenir la vaccination pour délétère en elle-même me paraît un phénomène fou et dangereux et je ne connais pas de contre-exemple. Voilà, c'est tout. Oui, on peut vous rejoindre là-dessus, mais je pense qu'il y a quand même un effet de loupe, notamment dû aux réseaux sociaux. Les insultes que vous avez reçues, on en reçoit tous, j'ai envie de dire, même sur d'autres sujets. Est-ce que ces anti-vax militants complotistes, là, pour le coup, qui vous reprochaient d'être payés par Pfizer ou d'être pour le grand Sanhedrin, malheureusement, c'est faux, sont quand même ultra minoritaires. Est-ce que, voilà, par exemple, dans la dialectique macroniste, pour le coup, on a l'impression que le débat se faisait entre cette minorité irrationnelle et le cercle de la raison. On y reviendra en parlant un peu de votre nouvel hebdomadaire Franc-Tireur. Est-ce que c'est pas un peu plus complexe que ça? Est-ce qu'il n'y a pas des nuances justement dans l'opposition parfois aux mesures qui ont été prises ou dans les pas l'opposition complète, mais dans les critiques faites? Moi, je comprends parfaitement qu'on soit opposé au pass vaccinal. J'ai pour ma part toujours été favorable au
pass vaccinal, en vertu de raisons que j'ai maintes fois expliquées. Je ne vois aucun inconvénient au fait qu'on y soit opposé. Une chose est d'être opposé au pass vaccinal. Nous avons là un langage commun. On peut discuter entre gens qui célèbrent les vertus du vaccin parce qu'ils sont pas fous, mais qui en même temps et qui ne voient pas là-dedans une sorte de 5e colonne qu'on nous injecte dans les veines. Si vous voulez, ça c'est le point de départ, c'est le dénominateur commun. Qu'après on considère qu'il est liberticide d'imposer la vaccination. Il y a des tas d'arguments et on est dans l'espace de la discussion. On sort de l'espace de la discussion quand deux camps se font face, dont l'un, qu'il le veuille ou non, est rationnel et l'autre ne l'est pas. Et là, il n'y a plus de discussion possible. Quand vous dites à quelqu'un, vaccinez-vous, 90% des gens qui sont en réanimation, des patients en réanimation ne sont pas vaccinés, et que ça ne suffit pas à convaincre les gens de se vacciner, il n'y a plus de terrain commun en fait. Et le problème, si vous voulez, de cette absence de terrain commun, c'est que c'est dangereux. C'est dangereux. Les hôpitaux sont saturés à cause de ces gens-là. Ils sont saturés aussi, mais à cause de l'état de l'hôpital. Mais cet argument ne tient pas, pardon Alexandre. J'entends que l'hôpital français est en crise. Parce qu'aujourd'hui, avec la grippe, ils étaient saturés au début de l'hiver. Donc il va falloir régler ce problème-là au-delà de la question de la pandémie. C'est une certitude. J'entends que l'hôpital français est en crise, mais la crise de l'hôpital français ne suffit pas à dissoudre la responsabilité des gens qui refusent de se vacciner en période de pandémie. Revenons-en un peu à Orwell et justement à cette gestion de la crise sanitaire, parce qu'elle peut interroger. On se souvient qu'au début de la crise, finalement, on a pris modèle sur la Chine, qui ont été les premiers à confiner, alors certes plus durement qu'ici. Certains regrettent d'ailleurs que nous n'allions pas encore plus loin dans le mimétisme avec la Chine. Vous qui êtes libéral, est-ce que vous n'êtes pas troublé, malgré tout, d'être aussi en phase avec un régime totalitaire qui assoit notamment sa domination par le recours à l'intelligence artificielle? Je ne suis absolument pas en phase avec le système chinois qui est une dictature pour cette parfaite, question-là, qui est une dictature parfaite, c'est-à-dire à la fois verticale et horizontale, où le système du contrôle social vient parachever une tutelle verticale et un monopartisme. Je n'ai rien à voir avec ce système détestable qui génocide les Ouïghours et les Tibétains. Je déteste ce régime. Je n'ai rien à voir avec ce système. Je n'ai aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre la défense de restrictions temporaires en période de pandémie et l'introduction d'un glacis sanitaire délirant comme on l'a vu en Chine et la violence avec laquelle les choses s'opèrent là-bas. Ça n'a aucun rapport. Ce sont deux mondes complètement différents. On ne défend pas une société de surveillance quand on défend la logique d'un pass vaccinal en période de pandémie. Il y a là, pardon, vous avez dit tout à l'heure sans nuance, me paraît-il, une nuance essentiel à poser. Voilà. Je suis d'accord avec vous qu'on n'est pas. On est mieux en France. On est mieux en France, mais la fascination pour la Chine, moi je dois dire. Oui, mais ça c'était une fascination pour la Chine. Le fait qu'on copie leurs moyens, oui, à Jean-Pierre Raffarin par exemple. Oui, voilà un libéral fasciné par la Chine, moi non. C'est des choses qui interpellent. On peut se dire, est-ce qu'on n'est pas. Vous connaissez l'effet cliquet, quoi. On commence à copier une ou deux mesures et on rentre dans un engrenage. C'est tout l'intérêt d'une démocratie et des lois qui sont proposées par des gens qui sont élus. Enfin, ça me paraît quand même qu'il y a là, malgré tout, une sorte de garde-fou au péril totalitaire chinois, voilà, en France. Au-delà du caractère liberticide ou non des mesures qui ont été prises, je dois avouer, moi, personnellement, que lorsqu'on me demandait de sortir avec mon auto-attestation ou lorsqu'on m'a demandé plus récemment de prendre mon café assis parce que c'était plus dangereux apparemment debout, j'avais un peu l'impression, pour le coup, d'être dans la ferme des animaux. J'ai envie de dire que si De Gaulle disait que les Français sont des veaux, j'ai parfois eu le sentiment que le gouvernement Macron prenait vraiment les Français pour des bœufs. Oui, c'est une critique de la bureaucratie que je peux comprendre parce qu'effectivement, le phénomène de la bureaucratie, une loi doit valoir pour tout le monde et vient avec des éléments bureaucratiques qui produisent immanquablement des situations d'absurdité. Il est aisé de pointer ou de faire l'addition de ces situations absurdes qui sont innombrables pour ensuite en faire la théorie d'un absurdistan. C'est là la limite, si vous voulez, à mon avis. J'ai lu par exemple un texte éloquent d'Alexandre Jardin là-dessus qui listait l'ensemble des choses absurdes et qui lui permettait ensuite de faire la théorie du fait qu'en somme, nous étions entrés dans un monde fou. C'est là que je ne le suivrai pas. Parce qu'il y a derrière l'addition des phénomènes absurdes, le sentiment qu'en somme, le pays légal s'en prend au pays réel. Que la loi, dans son abstraction, viendrait malmener la réalité concrète des petites vies de chacun, etc. Je trouve ceci singulièrement faux. Le pays légal me paraît une garantie de la coexistence qui fonde le pays réel, précisément. Je ne vois pas là, encore une fois, de coercition. Je vois une tutelle, mais je vois une tutelle temporaire, je vois une tutelle élue, et je vois des faits absurdes dont l'addition ne suffit pas à faire une théorie.
Est-ce que cette crise, je pose ça là aux philosophes que vous êtes, est le triomphe d'une forme de solidarité, d'humanisme? Je vous l'ai entendu dire, et c'est vrai que c'était aussi séduisant. Il y a eu des moments pendant le premier confinement où on s'est dit ça va peut-être déboucher sur quelque chose, sur une société finalement plus unie. Ou est-ce que c'est aussi le reflet, moi c'est une vraie question que je me suis posée, d'une société un peu peureuse, d'une civilisation occidentale où triomphe le principe de précaution, une société vieillissante qui n'a plus confiance en son propre avenir? Parce que là, dans cette crise, au bout d'un moment, le virus n'était pas non plus Ebola, si j'ose dire. Et est-ce que dans la vie, il n'y a pas le risque de la maladie, de la mort? C'est une question un peu subversive. Alors, quand on dit ça, on est accusé de vouloir tuer les plus faibles, mais est-ce qu'elle se pose pas finalement? Je reviens d'Afrique, par exemple. Je peux vous dire que le coronavirus, c'est le cadet de leurs soucis. Oui, mais je peux peut-être. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours été hostile, par exemple, aux interdictions de fumer. J'ai toujours trouvé scélérates les lois qui interdisaient de fumer, par exemple à l'extérieur ou des choses comme ça. On se rejoint sur ce point. Bien Pourtant, sûr, je suis non-fumeur, mais oui, mais j'ai toujours combattu l'hygiénisme comme un cancer en lui-même. Je ne vois aucun hygiénisme quand encore une fois, des dizaines de milliers de gens, des millions de gens à l'échelle de la planète meurent d'une maladie à laquelle ils auraient pu échapper ou en tout cas dont ils auraient pu ne pas mourir, tout simplement. Voilà. Raphaël Enthoven, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Après la pause, le grand reporter Benjamin Cyr nous rejoindra pour parler du nouvel hebdomadaire Franc-Tireur auquel vous participez et qui se présente comme un journal de combat, ni de droite ni de gauche, mais contre les extrêmes au nom de la raison. Est-ce le journal de combat du macronisme? Vos réponses et celles de Benjamin Cyr dans quelques instants, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Raphaël Enthoven en toute vérité. Benjamin Cyr, grand reporter pour l'hebdomadaire Franc-Tireur, nous a rejoint. Benjamin Cyr, bonjour. Bonjour. Benjamin Cyr, vous êtes journaliste, vous contribuez à l'Express et au Figaro Vox. Je le disais, vous êtes surtout participé au nouvel hebdomadaire Franc-Tireur dont nous allons parler. Mais vous êtes également proche du Printemps républicain, dont Laurent Bouvet, qui nous a quittés il y a peu, était l'un des fondateurs et l'intellectuel majeur. Vous étiez vous-même un ami de Laurent Bouvet. Que restera-t-il à la fois de l'homme et du penseur qu'il était? Alors de l'homme, je dirais quelque chose qui a frappé tous ceux qui l'ont connu, quel que soit leur milieu, quel que soit leur âge, quelle que soit leur préoccupation intellectuelle. C'était un homme qui accueillait tout le monde et qui jugeait tout le monde en fonction de sa valeur et non pas en fonction de sa classe, en fonction de son origine et même en fonction, à la rigueur, de son orientation politique peut-être, mais jamais il n'avait cette manière qu'ont très souvent certains intellectuels, certains hommes politiques et autres, de juger en fonction des milieux. Je peux en attester, c'était pas un homme sectaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous me permettez d'en attester également, c'était le moins snob des hommes, tout simplement. Le moins snob. Il n'y avait pas un atome de préjugé dans sa façon de vous écouter. Et alors ça vient peut-être aussi de ses origines, parce que effectivement, il ne venait pas d'un milieu très intellectuel, grand bourgeois, parisien. On lui a beaucoup reproché ces dernières années. Il a fait l'objet du snobisme, lui. Voilà, il a été victime d'un snobisme, très attaqué là-dessus, alors qu'il en était l'antithèse. Et c'est quelqu'un qui était aussi obsédé par la transmission. C'est quelqu'un qui a quand même formé vraiment énormément d'étudiants qui ont tous été frappés par cette volonté de transmission et par l'envie eux-mêmes déjà de la continuer. De son œuvre, il en restera les enjeux essentiels, je pense, de cette élection présidentielle. À la fois la question, l'effondrement de la gauche qu'il a diagnostiqué très tôt. Après la note Terra Nova de 2011 qui avait permis la création. Il l'a diagnostiqué en fait en pleine victoire de François Hollande, ce qui était paradoxal. En pleine victoire de François Hollande, alors même qu'il avait qu'il avait pris part à cette victoire, notamment à travers le discours du Bourget et certaines parties. Et c'est à ce moment-là qu'il crée la gauche populaire qui voulait
fallait lutter contre le constat fait par la gauche que finalement le peuple n'était plus une catégorie électorale intéressante et qu'il fallait au contraire se tourner vers des identités, un peuple de substitution, des identités fantasmées qui ont amené le débat identitaire tel qu'on le vit aujourd'hui. Donc ça, c'était déjà quelque chose de très important. Et puis après, c'est aussi lui qui a jugé qu'à travers cette question identitaire, pouvait se poser ensuite le problème communautariste et le problème notamment de l'islam politique, essayant par des techniques d'entrisme de gangréner la gauche et de gagner du terrain, y compris en propulsant en creux l'extrême droite, en faisant de la question de l'islam un sujet essentiel de crispation dans le débat politique. Est-ce qu'après lui, le printemps républicain et plus largement la gauche républicaine ont encore un avenir ? Alors, la gauche républicaine a pour moi plus que jamais un avenir. Le printemps républicain aussi. Encore une fois, on le voit bien. La gauche qui n'est pas anti-républicaine, mais qui ne fait pas des marqueurs républicains l'essentiel de son corpus, est aujourd'hui dans l'ensemble des sondages autour de 20%. On constate effectivement que la question républicaine, on parle beaucoup par exemple de Fabien Roussel ces derniers temps, il paraît d'un coup, il révèle quelque chose, alors je ne sais pas si ça va se traduire dans les sondages, parce qu'après il y a quand même un corpus politique communiste qui lui effectivement est cornérisé pour d'autres raisons, mais on voit bien d'un côté que ce qui reste de la gauche par sa défense des identités, du différentialisme, qui va à l'encontre souvent des valeurs républicaines, ne traduit plus rien, ce qui signifie d'où les échecs de Taubira, de Jadot, d'où leur incapacité et même d'Hidalgo peut-être d'une certaine manière, même si elle est plus sur ce corpus-là, d'où leur incapacité à exister dans cette campagne. Je ferai une exception pour Anne Hidalgo quand même, qui sur ces rendez-vous-là, sur les questions républicaines, universalistes ou laïques, a toujours été extrêmement ponctuelle, même si autour de sa candidature, comme un aimant agrippe la limaille de fer, si vous voulez, il y avait des gens qui étaient moins scrupuleux qu'elle. Juste un mot sur Laurent Bouvet. Je suis, moi, hanté depuis toujours par cette phrase de Mitterrand, je crois aux forces de l'esprit, par le sens à donner à cette phrase. Une phrase qu'on a voulu presque de la pensée magique, et en réalité, c'est pas du tout de la pensée magique. Les forces de l'esprit, c'est quoi ? C'est un homme, Laurent Bouvet, qui théorise par exemple la tenaille identitaire, fait le diagnostic de la tenaille identitaire. C'est un diagnostic qui est aujourd'hui avéré quotidiennement, dont on subit les effets délétères quotidiennement. Et ceci, c'est ça, les forces de l'esprit, c'est-à-dire la persistance, la permanence d'une idée au-delà de celui qui leur a donné le jour. Après, moi, je suis plus réservé que Benjamin sur le caractère gauche de la République, c'est-à-dire que je me sens plus proche de quelqu'un de républicain que de quelqu'un de gauche pour cette raison-là. C'est-à-dire que il me paraît que c'est l'idée républicaine qui doit l'emporter sur l'appartenance à un camp qui, aujourd'hui, me semble... Oui, mais l'abandon des valeurs républicaines par une majorité de la gauche est une tragédie. Quand même en partie son état actuel, et on est quand même, on oublie un truc, il y a un inversement des valeurs. C'est valable également d'ailleurs dans la question royalienne que vous évoquiez tout à l'heure. On a un renversement complet des valeurs dans notre société. C'est-à-dire aujourd'hui la laïcité, le travail, la sécurité pour les plus faibles, qui sont souvent ceux qui en ont le plus besoin. D'où le mérite de la candidature de Fabien Roussel. Sont des valeurs fondamentales de gauche qui ont été, comme le peuple, totalement abandonnées. À la droite, voire à l'extrême droite. Ce sont des valeurs républicaines dont la gauche a fait don à l'idéal républicain et qui sont aujourd'hui partagées par un arc républicain qui dépasse la gauche. La crise de la gauche, le wokisme de la gauche, la soumission d'une majorité peut-être de la gauche à l'identitarisme, cette gauche gobineau qui prospère comme la peste, vient aussi de l'âge identitaire, mais vient aussi du fait que être de gauche dans un monde mondialisé me paraît aujourd'hui contradictoire. Venons-en à Franc-Tireur désormais, même si j'étais très heureux de rendre hommage à Laurent Bouvet. Ni de gauche ni de droite, ce nouvel hebdomadaire entend combattre tous les extrêmes au nom de la raison. Alors je vous pose la question à tous les deux, on va voir si vous êtes d'accord ou pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est le journal de combat du macronisme ? Alors Benjamin. Moi je ne vois pas du tout ça comme ça. Et le fondamental n'est pas de se dire nous ne sommes ni de droite ni de gauche.
Ça, d'ailleurs, c'est une ancienne qui est dans tous D'ailleurs, Macron se dit et de droite et de gauche. Voilà, qui est très bien ancienne. La question n'est pas là. C'est que le monde est aujourd'hui aux radicalités. On le voit, et notamment, évidemment, l'expression réseau offre une caisse de résonance exceptionnelle aux plus radicaux. Or, nous voulons combattre, si vous voulez, les radicalités de manière radicale. Parce que Franc-Tireur, ni de droite ni de gauche, n'est surtout pas un journal mou, n'est pas un journal centriste de l'à peu près, c'est un journal qui affirme des convictions. Effectivement. Vous voulez dire que Macron est un centriste de l'à peu près ? Je ne dis rien de Macron. Je n'ai pas. Macron. C'est vous qui pensez à Macron. Mais en même temps, Raphaël, en vous rasant. En même temps, Raphaël Enthoven, Le Figaro est un journal de droite. C'est pas une honte. L'Humanité est un journal communiste. Libération, un journal proche des idées de la gauche libertaire. Pourquoi ne pas dire que votre ligne éditoriale est plutôt macroniste ? Alors, je vais vous répondre. D'abord, elle ne l'est pas. Moi, mon dernier édito, l'avant-dernier, portait sur ce que j'appelais le moracisme du pays légal à propos de Macron qui se proposait d'emmerder les non-vaccinés. Où je voyais un moracisme pompidolien inversé et une façon de mettre un lexique ordurier au service d'une défense des institutions. C'est pas très macronien de dire ça. De fait, c'était un homme en campagne et il y a un populisme. Il y a un populisme de Macron. Il y a un populisme macronien, absolument, qui me paraît à combattre autant que les autres. L'enjeu n'est pas tant idéologique, au sens d'un curseur idéologique, on est macronien ou pas macronien, etc. Non, l'enjeu, il est vraiment dans le refus de l'extrémisme, le refus républicain, libéral si vous voulez, de l'extrémisme. Et ceci me paraît fondamental. Ça ne présume pas du vote des gens qui participent à Franc-Tireur, en particulier au premier tour. Oui, d'abord, de ce point de vue-là, je peux vous garantir que la rédaction est d'une pluralité et d'une diversité considérable. Ce qui donne d'ailleurs des conférences de rédaction assez musclées. Vous mettez Jean-Claude Mailly et Brice Couturier, je les adore, dans la même pièce. Ça donne pas le même résultat. Vous mettez mon ami Brice Couturier dans n'importe quelle presse avec n'importe qui, généralement ça fait des étincelles. C'est vrai, on est content d'ailleurs, on en profite. Ça c'est possible, mais effectivement il y a une énorme variété. Par contre, c'est vraiment cette question aujourd'hui. On n'entend plus du tout ce qu'on peut appeler peut-être la majorité silencieuse, cette immense majorité des gens dont on pense qu'ils sont mous, qu'ils sont calmes, qu'ils n'ont pas envie de s'exprimer, alors qu'ils ressentent fondamentalement des choses. L'abstention, par exemple, est aussi le fruit de ça. On ne voit plus que les minorités. On voit le taux par exemple, d'antivax, dont on a parlé tout à l'heure. On va sur les réseaux sociaux, on a quand même objectivement l'impression que 90% des Français sont anti-vax. C'est vrai. On a l'impression que le prochain président de la République sera Florent Philippot, qui réalise des scores extraordinaires en termes de tweet-retweet grâce à ses bots, aux fermes à retweet et autres. On a l'impression, et au bout d'un moment, ça crée quelque chose sur le sentiment des gens, ça les écrase, cette radicalité. Et de temps en temps, il faut une radicalité inverse qui tente d'expliquer les choses avec nuance, qui tente de lutter contre ce sentiment qu'il n'y aurait plus que des extrémismes, et la question de la tenue identitaire que vous citiez tout à l'heure, et sur lequel on fait souvent un mauvais procès d'ailleurs. On y reviendra plus largement. Il nous reste une minute avant la dernière partie de l'émission. Franc-Tireur s'autoproclame quand même passionnément raisonnable. Ça rappelle un peu le cercle de la raison d'Alamin. Qu'est-ce qu'il n'y a pas une forme de prétention à prétendre être le camp de la raison? Est-ce que c'est pas aussi une manière d'imposer une pensée unique et de disqualifier vos adversaires en disant vous êtes irrationnel? Alors, sur la question de la pensée unique, si vous lisez Franc-Tireur, vous allez le voir encore la semaine prochaine. Vous l'avez déjà vu il y a 2 semaines. Nous organisons au sein même de la rédaction des débats assez musclés qui sont ensuite traduits éditorialement. Donc c'est la preuve qu'il n'y a déjà pas de pensée unique possible à Franc-Tireur. Et puis pardon, on peut être rationnel sans revendiquer le camp de la raison. Raphaël Enthoven, Benjamin Cyr, merci d'être avec nous sur Sud Radio. L'époque est-elle à la radicalité? L'élection présidentielle sera-t-elle le combat de la rationalité contre la radicalité? Après une courte pause sur Sud Radio, vos réponses, Raphaël Enthoven et Benjamin Cyr, en toute vérité. Sud Radio. Parlons vrai.
Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Raphaël Enthoven et Benjamin Cyr. En toute vérité, nous parlons du nouvel hebdomadaire Franc-Tireur qui se présente comme le journal de la raison, un peu en tout cas comme le journal de combat contre toutes les radicalités. Lorsque vous avez entendu Emmanuel Macron annoncer le pass vaccinal, désolé Raphaël Enthoven, j'y reviens, ça m'avait marqué, je vous avais vu sur Twitter. Vous êtes partie de ceux qui ont applaudi quand il, pas seulement le pass vaccinal, quand il a dit qu'il l'emmerdait une partie des, il était content d'emmerder les anti-vax. Est-ce que finalement le camp de je pose ma question, après vous préciserez. Est-ce que finalement la radicalité elle n'est pas de votre côté quand même? C'est bien connu, l'extrémisme. Dans le cas d'emmerder les anti-vax, j'ai salué l'intention. Pas les antivax, les non-vaccinés. J'ai salué l'intention, c'est-à-dire compliquer la vie des gens qui saturent les hôpitaux me paraît. Oui, d'ailleurs, les non-vaccinés. Voilà, me paraît une intention excellente. Néanmoins, il me semble qu'il n'est pas à sa place quand, en chef d'État, il se propose d'emmerder les gens. Et qu'il y a là, d'ailleurs, une sorte de compromis passé avec une loi qui était insuffisante. C'est-à-dire que, quitte à emmerder les gens, autant le leur imposer. J'ai toujours été, pour cette raison, en faveur de l'obligation vaccinale. Voilà, parce que ça me semblait plus cohérent. Tout simplement, plus cohérent. Quand on est favorable au vaccin, quand il y a une période de pandémie, il me semblait normal de l'être. Juste un point sur Franc-Tireur. Franc-Tireur est un journal dont le dénominateur commun, c'est une tension propre au journal d'ailleurs. Nous ne sommes pas le camp de la raison, nous sommes un camp rationnel. Ça oui, mais c'est un paradoxe en soi. La raison, défendre la raison, c'est défendre un terrain commun, c'est défendre un espace de dialogue qui en principe accueille tout le monde sous réserve d'en jouer le jeu, de raisonner, de réfléchir, d'argumenter, d'être dans la dialectique. C'est défendre ça, et pourtant, l'époque est ainsi faite qu'on récuse la raison comme un outil de domination, comme un outil d'oppression, comme une vieille concubine. On n'en veut pas. Le résultat de ça, c'est que la raison elle-même se constitue en camp, ce qui est contradictoire. Et de fait, dans la rédaction de Franc-Tireur, tout le monde est rationnel et tout le monde aime se battre. Et ça, c'est une tension. C'est assez marrant d'ailleurs. C'est très bien parce que vous avez défini le terme de raison, de rationalité. Alors je vais me tourner vers Benjamin Cyr. J'aimerais revenir moi sur le terme de radicalité. Est-ce qu'il est bien employé? Éric Zemmour vous répondrait que la radicalité, c'est pas l'extrémisme, c'est tout simplement prendre le problème à la racine. Est-ce qu'il n'est pas temps sur un certain nombre de sujets de prendre le problème à la racine? Alors, sans doute, mais je vais revenir sur autre chose, je vais le prendre à l'envers. Ce que vous dites jusqu'à présent, c'est qu'il y aurait une sorte de camp de la raison qui serait, lui, l'autoritarisme. Alors, pour que les auditeurs savent, on a souvent débattu, moi j'ai l'impression que le Franc-Tireur, si on devait les définir politiquement, je dirais que vous êtes des centristes autoritaires. Voilà. Alors on va dire, c'est on n'est ni l'un ni l'autre, camarade. Le contraire de la vision, justement, qu'aurait Zemmour de la politique. Sur le centrisme autoritaire, en fait, qui est un oxymore, évidemment, qui est un oxymore propre à notre époque, de la post-réalité, telle que vous le définissez. Le problème, c'est que ça vient d'autre chose. Aujourd'hui, nous sommes dans une société du numérique, de l'individualisme, du selfie, du chacun chez soi, qui est un média qui voudrait quasiment régir le monde et qui est devenu, en quelque sorte, incapable de supporter la moindre coercition sociale. Or, cette coercition sociale, ça s'appelle la société. On est aujourd'hui, on n'est plus capable de vivre en société, et notamment à cause de cette question, de cette fracture entre le vie réel et le numérique. Il y a un truc qui est assez drôle aujourd'hui, c'est la journée des solitudes. Il y a une statistique du Crédoc qui indique qu'aujourd'hui, 25% des Français vivent seuls. En fait, vivent seuls face à leur écran, face à leur volonté d'en découdre. On le voit sur la crise sanitaire, c'est pas tant qu'il y a l'absurdité de certaines mesures. Il y en a eu des totalement absurdes, il y en a eu des totalement passées au tamis du bureaucratisme français. Le problème, c'est qu'elles ont toutes été contestées par essence. Et toutes étaient contestées par les mêmes. Et ensuite, je constate une chose, c'est que ceux qui vont faire le procès souvent de ce centrisme autoritaire, et là on va peut-être revenir à Zemmour, c'est justement ceux qui appartiennent à des partis, historiquement, qui ont été les partis de l'autorité et les partis de la dictature.
ce sont une part de l'extrême gauche la plus virulente qui conteste, qui crie aujourd'hui à la dictature en permanence face au régime macroniste. Ce sont les affidés de Florian Philippot, ce sont ceux en partie d'Éric Zemmour, bien qu'Éric Zemmour soit beaucoup plus subtil là-dessus, et comme d'ailleurs le dit souvent Raphaël, il n'y a que dans une démocratie, même très imparfaite, que l'on peut en permanence crier à la dictature. Et c'est ça le centrisme autoritaire, c'est une vision, en fait, une autre expression de la post-réalité. Ça n'existe pas. C'est simplement la contestation de ce qui est le fondement même de la société. Bon, Raphaël Altemann, vous n'assumez pas non plus d'être un centriste autoritaire. Je vais vous répondre en 2 temps, mon cher Alexandre. Moi, je déteste la radicalité. Je déteste la radicalité, que ce soit Sandrine Rousseau ou Éric Zemmour. Si vous voulez, dans les 2 cas, c'est un ennemi et un adversaire. S'il voit une démission de la pensée, le remplacement de la pensée par la croyance, l'introduction de la bonne conscience qui culmine dans l'inefficacité pratique, des propositions parfaitement irréalistes dont ceux qui les proposent savent qu'elles ne se réaliseront pas, un mépris des gens qu'on croit défendre, une façon de nier le génocide ouïghour tout en employant l'écriture inclusive pour parler d'eux. C'est la Libye de la langue de bois. Je déteste la radicalité, les mésusages de la radicalité, la façon dont on s'en sert, le sentiment délirant qu'on vivrait en dictature en République française. Tout ça me paraît dangereux, fou, et surtout propice à ce que j'appelle la bonne conscience, ou une sorte de bourgeoisie de l'esprit, si vous voulez. C'est la raison pour laquelle je me retrouve si peu dans l'appellation de centrisme autoritaire. En aucune façon. On peut détester la radicalité sans être pour autant d'extrême centre. Vous savez, et je veux juste raconter ça, dans L'Homme révolté, à la toute fin de L'Homme révolté, Camus célèbre l'intransigeance de la mesure. Il dit la révolte, c'est la mesure. Parce qu'une révolte qui n'est pas mesurée bascule en conservatisme ou bien en révolution, c'est-à-dire en conservatisme renouvelé. Et donc, il faut être révolté, c'est-à-dire mesuré. Mais la mesure n'est pas une synthèse, n'est pas un compromis. C'est juste une capacité à tenir bon et à ne pas céder à la tentation de la radicalité. Justement, ce que vous définissez là, c'est un peu vous vous inscrivez dans le concept que Laurent Bouvet, d'ailleurs, et Gilles Clavreul appellent la tenaille identitaire. Oui. J'avoue que moi, c'est un concept qui me convainc pas vraiment, parce que on a tendance à mettre sur le même plan 2 menaces qui me paraissent pas de la même nature. Pas sur le même plan. Ce n'est pas du tout justement. Encore une fois, je finis et ensuite c'est important. Alors, je vous explique pourquoi ça. Je ne comprends pas, en tout cas. 2 menaces qui sont pas de la même nature, parce que des fois, ceux qui défendent ce truc mettent sur le même plan des populismes non violents qui s'inscrivent dans un cadre démocratique et des mouvements notamment islamistes qui peuvent basculer dans la violence. Ça, c'est une chose, mais ça me convainc pas non plus d'un point de vue intellectuel, parce que ça met en parallèle 2 identitarismes qui sont pas de la même nature. Moi, je ne mets pas dans le même plan un identitarisme tribal qui est celui de la gauche identitaire, de la gauche woke, et l'identitarisme des nationalistes qu'on peut trouver peut-être extrême, mais en tout cas, je trouve plus légitime de défendre une appartenance nationale que des mouvements communautaires extrêmes. Je vous laisse répondre tous les deux là-dessus. Vous avez 2 minutes chacun et ce sera peut-être la conclusion de l'émission. Alors, justement, effectivement, ce ne sont pas 2 identitarismes qui sont mis sur le même plan en termes de danger. Ce sont 2 identitarismes qui sont mis sur le même plan en termes de manière de voir le monde et de l'imposer, et qui empêchent le fait d'atteindre un commun. Vous allez recevoir, je crois, Yascha Mounk, qui vient de publier un livre qui s'appelle La Grande Expérience, qui parle énormément habituellement des démocraties, et qui propose justement de ce point de vue-là une 3e voie entre ces 2 formes d'identitarisme, c'est-à-dire d'un côté le fait de ne pas s'obséder sur un passé fantasmé, une espèce de tradition d'un passé sans ombre, comme voudrait une certaine manière Zemmour, et de l'autre côté, ne pas considérer que la défense des identités multiples et infinies, au bout d'un moment, deviendrait le nouveau critère de société, parce qu'en fait, à partir de là, il n'y aurait pas de société. Raphaël Enthoven, sur la tenaille identitaire. Il y a des points communs objectifs. La valorisation de l'appartenance comme telle. J'ai tendance à voir dans le discours d'Éric Zemmour un indigénisme patriotique qui aurait étendu l'indigénat en somme à la communauté nationale, c'est-à-dire dont les références et dont les raisons d'aimer la France seraient des raisons contingentes et indûment valorisées comme des absolus. Le bon vin, la bonne bouffe, j'en sais rien. Bref, le terroir. Roussel, que vous aimez bien, dit à peu près la même chose. Non, pas du tout. On peut aimer la bonne viande et le bon vin. J'ai défendu Roussel pour cette raison-là. Je trouve ça formidable. En faire un
marqueur identitaire et en faire une valeur en soi me paraît plus dangereux. Oui, Roussel défend la démocratie alimentaire. Roussel défend la démocratie alimentaire, ça n'a rien à voir. Moi, je parle de ce tango des antipodes. Et effectivement, ça ne veut pas dire que les deux se valent. Ce que je veux dire, c'est très intéressant, j'en parlais avec Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau s'indigne de la tenaille identitaire au nom du fait qu'on ne peut pas mettre sur le même plan un homme maintes fois condamné pour racisme et des gens qui défendent des idéologies si généreuses. Vous-même, vous indignez de la tenaille identitaire au nom du fait qu'on ne peut pas mettre sur le même plan l'indigénisme propice à l'islamisme d'un côté et le populisme nationaliste, légal, tel qu'il s'exprime aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que il ne s'agit pas de les mettre sur le même plan. Il s'agit de constater que, comme pour un tango d'ailleurs, qui suppose la dissymétrie des partenaires, les deux dansent ensemble, s'entretiennent mutuellement et se fournissent respectivement la caricature dont ils ont besoin pour hurler au danger et développer des thèses radicales. Ça marche ensemble. Dernière question, parce que finalement vous avez été plus court que prévu, mais efficace, je dois dire. Est-ce que défendre ce que vous appelez la raison contre tous les extrémistes, ça fait réellement un projet politique de transformation, ou est-ce qu'il s'agit simplement de défendre l'ordre établi? Moi, c'est ce que je trouve qu'il manque peut-être à Franc-Tireur, c'est que c'est un projet en contre, mais pas en pour. Alors d'abord, c'est un projet, évidemment, la façon dont Franc-Tireur est vous avez une minute chacun. La façon dont Franc-Tireur est structuré à partir d'articles courts, qui effectivement vont plutôt dans la dénonciation que dans la proposition, est un peu inhérente à cette proposition de presse. Ce n'est pas un parti politique, justement. Vous insistez pour en faire un relais politique du macronisme qui défendrait ou soutiendrait ce programme. Ça n'a en l'occurrence rien à voir. Mais moi, je constate que les autres, et dont vous parlez notamment Zemmour, et là on revient encore à Orwell, sont des gens en fait qui promettent des choses qui sont pour leur électorat une forme d'utopie, une utopie qui permettra de les maintenir en permanence dans l'insatisfaction, parce que ce qui n'est pas réalisable ne l'est non seulement pas, mais on a tendance à chaque fois à rajouter des étapes, ce qu'a fait le communisme aussi, pour ne jamais arriver à l'âge d'or, pour maintenir les populations dans un carcan. Toujours, on arrivera à l'âge d'or quand on aura atteint cette étape qui est inatteignable. Alors 30 secondes pour Raphaël. C'est pas la défense, c'est pas la défense de l'ordre établi, c'est la défense de la démocratie. Franc-Tireur ne fait pas une proposition politique. Franc-Tireur met les pieds dans le plat au nom de la raison et n'a pas peur de ce qu'il dit ou des mots qu'il emploie. L'enjeu n'est pas de transformer le monde. L'enjeu, c'est de le penser et d'éviter qu'il bascule dans le délire. S'il y avait un projet contre, un projet qui n'était qu'un rejet, c'était les Gilets jaunes, où des tas de gens différents et disparates étaient unis par la désignation fantasmatique d'un adversaire, d'un ennemi sans représentation. Et là, on était dans le rejet plus que dans le projet. Raphaël, on vous réinvitera pour parler des Gilets jaunes. Merci Benjamin Cyr également d'avoir été avec nous. On a eu beaucoup de mal à faire cette émission puisque j'ai été bloqué au Sénégal, mais enfin ça valait le coup d'attendre. J'étais ravi de vous recevoir la semaine prochaine, un grand entretien exclusif avec le penseur américain Yascha Mounk, je me permets de le dire, puisque formidable. Benjamin Cyr a vendu la mèche. À la semaine prochaine, merci. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.